le divin est inconscient. Parce que nous avons la prétention d'expliquer comment le divin devient même conscient de lui-même. Oui. Ce qui n'existe pas ailleurs. On a remonté en fait. Oui, ce qui n'existe pas ailleurs. Ailleurs, nous avons au commencement l'Esprit de Dieu planer sur les eaux. Et où est le commencement? Il y a déjà l'eau. Il y a déjà l'eau. Oui, il est déjà esprit. Il est déjà esprit, il est déjà conscient, non. Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Pensée Camille. Merci. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Tete Manjombe avec nous qui va un peu parler de lui dans un début et qui va nous apprendre 2-3 choses très intéressantes. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, je suis Tete Manjombe, deuxième du nom. Tete Manjombe, deuxième du nom, activiste, traditionnaliste, mais aussi kémite. Voilà, mais aussi kémite. Activiste parce que nous travaillons dans le cadre justement de la Renaissance africaine, dans le cadre de ce que nous appelons en interne le Hammesout, qui symbolise donc la renaissance du continent, la renaissance à tous les niveaux. Mais nous nous appuyons énormément sur le côté spirituel des choses parce que nous estimons que pour renaître, nous devons nous appuyer sur notre culture, nous devons nous adosser et faire ressortir les parties les plus importantes, sinon les plus vivaces de nos spiritualités. Et c'est dans ce cadre-là justement que nous avons mis sur pied avec un groupe d'activistes et de spiritualistes une association dénommée Kemahatourou qui s'occupe justement de promouvoir les rites et les traditions qui malheureusement tendent à disparaître. Nous avons pour habitude donc de nous retrouver en comité, mais également dans un espace un peu plus large où nous recevons 50 à 70 personnes un dimanche sur deux à Douala, à Bonamouti, derrière la chefferie de Bonamouti. Voilà. Donc, au-delà de Kemahatourou, je pilote également une structure qu'on appelle Batel Nassim qui s'occupe d'organiser des voyages, des pistes initiatiques, c'est comme ça que nous appelons ça, des pistes initiatiques à travers le continent, dont le but est justement de ramener les gens vers les sources. Dieu n'a pas demandé d'aller à la source. Nous amenons donc les gens à la source, vérifier par eux-mêmes, toucher du doigt les réalités endogènes, les savoirs endogènes, dans le but justement de se parfaire et d'arriver à ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire la renaissance du continent au Hammesout. Voilà. Vous avez un peu parlé de vos différentes organisations, mais parlez un peu de vous. Alors, moi, je suis un chercheur fasciné de l'histoire, fasciné des traditions négro-africaines. Et je me suis retrouvé être spécialiste des traditions des autres à un moment donné de ma vie, comme beaucoup de jeunes africains, disons-le comme ça, parce que né dans des familles qui sont plutôt chrétiennes, né dans des familles qui sont adossés, qui sont enfoncés dans les religions dites révélées, comme beaucoup, donc je suis né à l'intérieur de cette sphère et j'ai cherché, je suis allé ailleurs, je suis passé par l'islam, par beaucoup de choses. Et puis je me suis rendu compte que j'étais spécialiste de la chose de l'autre, de la culture de l'autre, de la tradition de l'autre. Je ne savais pas grand-chose de ce que j'étais en réalité. Et lors d'un congrès d'anthropologie religieuse aux Émirats, j'ai entendu une jeune dame parler de nyambéisme, parler de culture sawa, parler de nos traditions. J'ai été fasciné. Et je me suis dit, me voilà devenu spécialiste de la culture arabe, spécialiste des choses qui finalement ne me concernent pas. J'ai donc décidé de revenir vers mon africanité. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Ça fait 12 ans que je me balade un peu à travers cette recherche dans les sphères justement sacrées, mais aussi profanes de nos savoirs endogènes. Ça m'a poussé à aller donc au Bénin, à me faire initier
Ça m'a ramené aussi chez moi, bien entendu, apprendre la culture sawa, la tradition sawa, approfondir justement l'œuvre de celui que je qualifie toujours du maître invisible, c'est-à-dire le prince Ika Bonambea, qui nous a laissé 7000 pages, hein, 7000 pages. La thèse du gambéisme, par exemple, les 2500 pages de la thèse du gambéisme, a continué ce combat. Comme il disait, il aimait bien le dire, pour que l'Afrique initiatique ne disparaisse pas. Donc, voilà. Nous sommes adossés à ces choses, nous sommes à l'intérieur de ces choses désormais, et nous voulons véhiculer, promouvoir justement cette tradition pour qu'elle ne disparaisse pas et que finalement donc, l'Afrique renaisse. Voilà. Super. Donc maintenant, vous avez parlé de nous. Donc comme la plupart d'entre nous, moi y compris, et Kuimo aussi, Nous tous d'ailleurs. Nous tous, ou très peu d'entre nous ne sont pas passés par là. Ouais. Nous avons donc décidé ensemble de pouvoir évoluer, de pouvoir revenir à nos origines. Quelles sont donc nos origines? Quelle est la spiritualité africaine? La spiritualité kémite? Parce que je pense que l'Afrique, ce n'est pas vraiment de nous. Oui, utilisons la terminologie qui est la nôtre, kémite, parce qu'il n'appartient pas à l'autre de nous définir, il n'appartient pas à l'autre de nous donner un nom. Encore que nous sommes là depuis 300 000 ans, et selon les recherches récentes, il est là depuis 8 000 à 10 000 ans. Voilà, donc l'autre là, il n'existe pas. Lorsque nous devons parler de spiritualité, de culture, l'autre n'existe pas. Donc oui, nous sommes kémites, parce que noirs, parce que la plupart d'entre nous venons donc de cette vallée du Nil. Je ne dis pas que tout le monde vient de Kémet, mais quand on parle de l'Égypte ancienne et de nos origines, même si on sait que nous avons commencé plus bas, c'est-à-dire vers le Congo, et nous sommes remontés vers l'Égypte ancienne. Ensuite, nous sommes redescendus pour beaucoup de peuples du continent. Les gens, lorsque nous parlons de l'Égypte, ont l'impression qu'il s'agit d'un film. Parce que dans leur tête, l'Égypte est blanche, sinon arabe. Alors ils s'imaginent comment est-ce que nous avons pu évoluer ou nous avons pu vivre dans ces lieux. Mais moi, j'ai aussi l'habitude de répondre entre le Cameroun et l'Égypte, il n'y a que 2 pays. Très peu de gens le savent. Les gens imaginent l'Égypte très loin. Et il y a quoi? Il y a le Tchad et puis le Soudan. Oui, Tchad, Soudan. Il y a le Tchad et le Soudan, c'est tout. Nous sommes à l'Égypte. Quand on parle de l'Égypte, les gens ont l'impression qu'on parle du Japon. Non, on parle de nos choses, d'une réalité historique, géographique, c'est juste là à côté. Et quand on sait qu'il y avait un antique royaume, le Kanem qui couvrait une partie du Cameroun, une partie du Tchad, et bien qu'est-ce qu'on avait après? On avait Kouch. On avait Kouch. Et Kouch était la porte d'entrée à Kemet. Donc finalement, il y a quoi? C'est 2 royaumes. C'est 2 royaumes, tout simplement. C'est pas si loin que ça. Ce sont nos réelles origines. Sinon, nous sommes passés par là-bas, pour la plupart d'entre nous, par la Nubie, par Kemet, par Punt. Ensuite, nous sommes rentrés au Cameroun, par le Congo. Et c'est un peu ça le schéma que beaucoup d'entre nous ont pris pour revenir sur cette terre. Donc, pour parler de spiritualité kémite, pour ne pas dire néo-africaine comme les grands anthropologues que nous avons connus par le passé, pour parler de spiritualité kémite, eh bien, il faut comprendre le paradigme dans lequel se fonde justement cette spiritualité. Beaucoup nous ont dit, eh bien, vous êtes polythéiste parce que vous avez une cohorte de divinités. Finalement, on ne sait plus qui est qui dans vos histoires là. Elles se battent même entre elles et tout. Bah, ils n'ont pas compris. Et c'est ce qui est véhiculé dans la plupart des livres que moi je qualifierais de négrophones, qui pullulent un peu dans les bibliothèques. Même les films, même les séries. Les films également, oui. Nous grandissons avec ça. Oui, nos ancêtres étaient des polythéistes, ils croyaient en la foudre, ils croyaient aux arbres et tout, sans comprendre justement le fondement de cette spiritualité. Pour comprendre cette spiritualité, donc, il faut l'étudier, il faut se former. J'ai l'habitude d'encourager les gens qui viennent vers nous de repartir vers leur socioculture, d'aller un peu savoir chez eux ce qu'on dit justement de la spiritualité, d'aller toucher du doigt, de ne pas se limiter justement à ce qui est écrit, à ce qui est dit à la télé ou à la radio, à ce que le livre, à ce que
le Codern, l'homme blanc a écrit dans ses livres, d'aller toucher du doigt la chose et de revenir vers nous, et que nous essayons donc de construire un corpus commun. Donc, pour bâtir justement un corpus commun, je dis, pour le faire, il faut étudier. Et j'ai l'habitude de dire aussi, n'allons pas, même si vous n'avez pas l'intention de vous faire initier ou de vous initier, allez quand même apprendre. Il est important de savoir qui on est, qui on était, parce que ça nous permet de nous projeter, déjà de préparer le présent, de préparer le futur plutôt, mais de vivre un présent décent. Quand on sait ce qu'on est, parce qu'on a quand même un bagage derrière. Sankara disait qu'il est important de dire au peuple qu'il a été grand par le passé, parce que ce sont ces éléments psychologiques en fait qui boostent le peuple, qui boostent la personne à aller plus loin. Et on le sait, si votre père a eu à faire des choses importantes, et bien vous êtes appelé à faire les mêmes choses que lui, sinon plus que lui. Si vous faites moins que lui, et bien dans la société qui est la nôtre, vous avez tout simplement raté. Vous n'avez pas été à l'auteur justement de cet engagement paternel-là. Donc pour comprendre la spiritualité, il faut l'étudier. Il ne faut pas se limiter à ce qui est dit, à ce qui est écrit. Donc on nous a taxé pendant longtemps de polythéistes, de pratiquer des cultes dits plutôt primitifs, hein, sans aucune valeur, sans aucune élévation, sans aucune révélation, parce que soi-disant les détenteurs des autres cultes sont ceux-là même qui ont reçu de Dieu, je dis entre guillemets de Dieu, la source primordiale, donc qui ont reçu des messages ou des révélations, des prophéties et tout ça. Mais je tiens quand même à dire que si vous étudiez Kemet, l'Égypte ancienne, vous verrez que tout ce qui est dit ailleurs a été dit à Kemet avant, a été dit à Kemet et l'a même été dit de manière lumineuse, contrairement aux autres qui nous ramènent plutôt vers une sorte de dictature religieuse où tout ce que Dieu fait est bon, il nous punit quand il veut, il fait comme il veut. Non, le négro africain, le kémite ne pense pas ainsi. L'homme a une place importante justement dans cette spiritualité-là. Pour parler de spiritualité africaine, il faut commencer par le divin. Avant peut-être même de parler de l'homme, commençons par le divin. Oui, la conception que les anciens avaient du divin. Pour parler de spiritualité africaine, il faut commencer par le divin. Avant peut-être même de parler de l'homme, commençons par le divin. Oui, la conception que les anciens avaient du divin. C'est une conception assez éclatée du divin. Le prince Dika parlait de l'un multiple. Le divin est un, mais multiple en même temps. Ça ne fait donc pas du divin quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, taxé, une culture taxée de polythéisme. Nous sommes plutôt dans une forme de panthéisme. Hein? Nous sommes plutôt dans une forme de panthéisme avec un panthéon de divinités. Mais ces divinités ne sont pas issues d'elles-mêmes. Ces divinités sont issues d'une source primordiale, d'une divinité donc qu'on peut qualifier de principale. Ces divinités sont justement des émanations. Alors le Yoruba va parler d'Orisha, le Béninois, enfin les Wé ou le Fon va parler de Vodun comme étant les manifestations justement de ces divinités. Les ancêtres de Kemet vont parler de Necheru comme étant justement les émanations, les forces cosmiques issues justement de l'énergie source. Mais quelle est cette énergie source? Je parle bien d'énergie. D'énergie source, oui, on parle d'énergie. Parce que nous sommes adossés sur des faits scientifiques, sur des réalités scientifiques. Nous ne sommes pas dans une croyance lapidaire, béate, non. Nous sommes dans un domaine dit scientifique. Et nous pouvons le prouver aisément. Donc, en dehors du fait que ce n'est pas une croyance, tout ça, ça se prouve. Il y a des équations mathématiques qui expliquent ça. Oui, tout ça, de toute façon, les mathématiques sont nées chez nous. Oui. Avant même d'arriver à Kemet, à Ishango, par exemple, 25 000 ans avant notre ère, oui, nous étions déjà en train
J'ai entendu parler de l'os là. Oui, de l'os d'Ishango. Oui, nous étions déjà en train de démontrer, encore qu'on n'avait rien à démontrer, nous étions les seuls. On était les seuls sur Terre. Hein. On pensait à ce. Il y a quelques temps, on pensait que le leucodium naissait, arrivait à ce moment-là. Oui. Mais aujourd'hui, on dit que ce n'est même pas ça. Il est né bien longtemps après. 10 000 ans, 8 000 ans par là. Donc à 25 000 ans, nous étions les seuls. Et nous étions déjà en train de mettre sur pied des systèmes mathématiques, des procédés mathématiques à Ishango, quelque part au Congo. Donc avant d'arriver à Kemet, les ancêtres, au niveau de l'Afrique centrale, avaient déjà donc créé, façonné des principes mathématiques. Voilà. Donc, tout ce que nous disons est scientifique. En parlant de l'énergie primordiale, donc de source primordiale, parce que les gens vont s'arrêter au fluide cosmique, les gens vont s'arrêter uniquement à l'énergie. Mais pour parler de l'énergie, nous devons parler de l'énergie en bon scientifique, en parlant de l'acception quantique de l'énergie, la physique des particules. Parce que justement, dans tous nos mythes, on nous parle d'une sorte de période de latence. Je vais dire latence, utilisons les mots de l'autre, je vais dire une période de latence. Le divin est inconscient, parce que nous avons la prétention d'expliquer comment le divin devient même conscient de lui-même. Ce qui n'existe pas ailleurs. On a remonté en fait. Oui, ce qui n'existe pas ailleurs. Ailleurs, nous avons au commencement l'Esprit de Dieu planer sur les eaux. Et où est le commencement? Il y a déjà l'eau. Il y a déjà l'eau. Oui, il est déjà esprit. Il est déjà esprit, il est déjà conscient. Non. Nous avons la prétention de dire comment est-ce que dans le Noun, par exemple, le divin s'est fait conscient. À tout va prendre conscience de lui-même à l'intérieur du Noun. Il s'agit d'une énergie qui commence donc à prendre conscience d'elle-même. Et si nous traversons, nous revenons un peu plus à côté de nous, chez les Écams, oui. Par exemple, en parlant d'Eyo, Eyo, le grand dieu, entre guillemets, des Écams, Eyo également va cogiter, il va penser avant d'agir. Contrairement à l'autre qui agit, kun fayakun, soit la chose est non. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire que vous avez racontée durant Palabre Kamit, la première édition d'Alfred Sacker. Oui, quand il arrive à Douala. Vous pouvez nous la raconter. Oui, il est dit de manière un peu, bon, je ne vais pas parler de moquerie, mais on a le droit de se moquer. Hein. On a le droit de se moquer de celui qui venait nous enseigner alors que lui-même n'en savait pas grand-chose. Hein. Sacker était, aujourd'hui on le sait, il n'était pas un pasteur, c'était un cooker. Hein. Oui, c'était un cooker, un cuisinier, un cuistot quelque part dans un bateau qui avait lu un peu les évangiles et qu'on a donc utilisé pour détruire un peu le travail de Merrick et Fuller, qui étaient des Noirs de Jamaïque, qui sont venus donc présenter à d'autres frères noirs donc la parole dite sainte. Oui. Voilà. Donc le codème ayant pris conscience dans le bateau que ces gens risquent de prendre cette parole comme étant une parole de noir. Il fallait redresser la barque rapidement, donc on fait descendre Sacker. Oui, très peu de gens parlent de cette histoire comme ça, mais nous le disons. Nous n'avons pas peur de le dire. Sacker descend et va donc à la rencontre des gens qui, eux, sont déjà aguerris. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Et l'échange, donc, rapporté par quelques-uns de nos pères, hein, est un échange assez drôle. Sacker vient, au commencement était la parole. On lui dit non. Parce que selon notre sagesse, la parole ne peut pas être le commencement. Il faut quand même penser. Il faut penser, il faut cogiter. Oui, il faut cogiter. Et toutes les spiritualités, quand je dis la spiritualité néo-africaine, toutes ces tendances confondues nous ramènent justement à cette période, à cette pré-création, à cette étape où il cogite, il pense, il réfléchit à l'intérieur de lui-même. Il ne s'est pas encore extériorisé. Puisqu'il ne fait que réfléchir, oui. On réfléchit avant de parler. Et quand nous sommes justement adossés sur des faits scientifiques, cette partie-là, certains vont parler de latence, hein, mais nous sommes dans une phase de pré-création et qui est une très longue phase de pré-création. Il ne s'agit pas juste je cogite 2 secondes et puis je décide de faire le monde. Je décide de... Non, il ne s'agit pas de ça. C'est une longue phase où la divinité prend conscience d'elle-même. Le démiurge prend conscience de lui-même à l'intérieur du Noun. Oui. Le Noun ici, c'est la mer des possibilités. L'eau primordiale. Les germes de vie y sont, tout y est déjà programmé. Donc, c'est un peu comme s'il va condenser tout cela en lui
Et il va donc décider d'extérioriser sa pensée. Et le Dieu, appelons-le comme ça, hein, Eyo des Écans, se retrouve un peu dans la même posture. De cogitation. Il cogite. Et le mythe nous dit, ce qu'il voit dans sa cogitation, c'est vie. Le mot vie qui revient. Vie, vie, vie. Il prend donc conscience qu'il est la vie. Et il va se dire, eh bien, si je suis la vie et que je suis seul, c'est pas très drôle. Et si j'élargissais la vie, voilà le projet de Dieu, c'est un projet d'amour. Je veux élargir justement ce que je suis pour que tout soit désormais ce que je suis.